Chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de lecture. Une lecture destinée aux élèves de la première année du baccalauréat avec une méthode un peu particulière, une méthode qui vise avant tout à inciter les élèves à lire une œuvre intégrale. Alors, se contenter de lire le résumé de l'œuvre me paraît une aventure très risquée. Et c'est une initiative qui ne peut pas donner ses fruits. Il serait donc meilleur de lire l'œuvre intégrale de la façon avec laquelle nous allons traiter le deuxième chapitre de la boîte à merveille. Donc il faut toujours avoir un crayon à la main et des fluorescents, bien sûr, pour souligner, encadrer au cours de cette lecture. Donc, la séance, comme je disais tout à l'heure, sera consacrée au chapitre 2 de la boîte à merveille. Et bien sûr, avant de commencer la lecture du chapitre, essayons de rappeler l'événement principal du premier chapitre, l'événement sur lequel s'est achevé le premier chapitre, à savoir la dispute de l'El-Zoubida avec Ahma. Donc, le premier chapitre s'est arrêté, s'est terminé sur la dispute de l'El-Zoubida avec Ahma, une dispute à laquelle Sidi Mohammed a assisté et bien sûr qui s'est terminée par l'évanouissement, la perte de connaissance du narrateur. Donc le chapitre 2, ça commence par le mardi, jour néfaste pour les élèves du MSID me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. Alors, dans cette phrase, on peut s'interroger qui parle. Et quand on examine attentivement la phrase, on comprend que c'est le narrateur adulte. En d'autres termes, c'est Ahmed Sfarewi. Donc, c'est une intervention de l'auteur. C'est une intrusion de l'auteur. Ahmed Sfarewi intervient pour donner son point de vue sur le jour du mardi et ses sentiments à l'égard de ce jour-là. Bien sûr, ce qui montre que c'est Ahmed Sfarewi qui parle, c'est le présent. Me laisse et sans. Alors, bien sûr, le mardi est un très mauvais jour, non seulement pour le narrateur, mais pour tous les élèves du MSID. Pourquoi? Parce que c'est un jour de la récitation. Les élèves doivent réciter tout ce qu'ils ont appris du Coran devant le frère. Un frère, nous allons voir tout à l'heure comment est-il présenté. Alors, il faisait froid. Ma nuit avait été peuplée ça veut dire pleine de cauchemars. Sidi Mohammed a fait beaucoup de cauchemars la veille du mardi. Des femmes échevelées. Donc, échevelées, ça veut dire des cheveux en désordre, broussaillés, menaçaient de me crever les yeux, m'envoyaient au visage les pires injures. Parfois, l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre et je m'enfonçais lourdement dans le vide. Je criais, une main combien douce se posa sur mon front. Le matin, je me rendis au MSID selon mon habitude. Alors, après le sentiment de solitude qui a dominé le premier chapitre, alors s'ajoute bien sûr là le sentiment de la peur. Sidi Mohammed a peur du frère, a peur de la punition du frère parce que c'est le jour de la récitation. Et donc, il y a ces cauchemars, ces rêves très très mauvais qui ont fait que le narrateur a mal dormi. Alors le frère avait son regard de tous les jours, ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Donc là c'est une métaphore, ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Ça veut dire que le narrateur, donc là le frère est présenté d'une manière très négative, donc c'est une description dévalorisante. Le frère est un homme dur, impitoyable, aucune
pitié. Je décrochai ma planchette et me mis à ânonner les 2 ou 3 versets qui étaient écrits. Donc, ânonner, c'est lire d'une façon maladroite. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de coignation. Donc là, bien sûr, le narrateur souligne 2 sentiments négatifs qu'il avait lorsqu'il était enfant. Un, il y a la peur et il y a la souffrance. Donc la peur du frais et bien sûr la souffrance causée par la baguette de cognacier que utilisait justement le frais pour punir. Donc c'est un lieu, l'école est présentée comme un lieu de torture, التعذيب. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces, donc il y a cette souffrance physique. J'appréhendais le soir consacré aux révisions. Je devais, selon la coutume, réciter les quelques chapitres du Coran que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. À l'heure du déjeuner, le maître me fit signe de partir. J'accrochai ma planchette, j'enfilai mes babouches qui m'attendaient à la porte du Masjid et je traversais la rue. Donc j'enfilai mes babouches qui m'attendaient à la porte du Masjid. Là, c'est une personnification. Ma mère me reçut assez froidement. Pourquoi cette réaction de Lella Zoubida? C'est tout simplement parce qu'elle souffrait d'une terrible migraine. Lella Zoubida était atrocement malade. Lella Zoubida avait la migraine. La migraine, il y a shqiqa. Pour enrayer le mal, donc enrayer, c'est écarter, éloigner le mal. Elle avait les tempes garnies de rondelles de papier copieusement enduites de colle de farine. Donc regardez justement la mentalité de Lella Zoubida. Elle est malade et pour chasser le mal, regardez ce qu'elle faisait, des choses absurdes. Le déjeuner fut improvisé, donc ça veut dire que Lella Zoubida n'a rien préparé pour le déjeuner. Jusqu'à la dernière minute, il a essayé de trouver quelque chose. Et la bouilloire sur son brasero entama timidement sa chanson. Là, c'est une personnification. La bouilloire, ou le brasero, ou al-majmal, entama timidement sa chanson. Donc la bouilloire commence à chanter. Lella Aïcha, une ancienne voisine, vint nous rendre visite. Donc il y a la présence d'un nouveau personnage, c'est Lella Aïcha. Donc Lella Aïcha arrive dans la maison de Lella Zoubida. Ma mère l'a reçue en se plaignant de ses maux tant physiques que moraux. Donc on a parlé tout à l'heure de la douleur, de la souffrance, la dominance du champ lexical de la douleur et de la souffrance. Elle affectait une voix faible de convalescente, s'étendait sur les souffrances de telle partie de son corps, serrait violemment des 2 mains sa tête empaquetée dans un foulard. Lella Aïcha lui prodigua toutes sortes de conseils, lui indiqua un frère dans un quartier éloigné dont les talismans me faisaient miracle. Donc on peut voir l'intrusion ici de la superstition. Il y a bien sûr le frais, il y a talisman. Donc Lella Aïcha est toujours cette conseillère sur le plan de la superstition. C'est Lella Aïcha qui donne toujours des conseils de recourir à la superstition. Je me tenais timide et silencieux dans un coin. Regardez la réaction de Sidi Mohamed. Il se contente de voir et d'écouter ce que font et ce que disent les grands. La visiteuse remarqua la pâleur de mon visage. Qu'a-t-il ton fils? Demanda-t-elle, et ma mère de répondre, les yeux du monde sont si mauvais. Le regard des envieux Malhusset, a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Te souviens-tu de ses joues qui suaient le carmin, de ses yeux aux longs cils noirs comme les ailes du corbeau? C'est une comparaison. Dieu est mon mandataire, sa vengeance sera terrible. Je peux te donner un conseil, dit Lella Aïcha. Montons tous les 3 cet après-midi là à Sidi Ali
Bourrel. Donc, bien sûr, Aïcha commence par proposer à son ami de visiter Sidi Ali Bourrel, un marabout. Cet enfant ne pourra pas supporter le pside. Si tu lui faisais boire de l'eau du sanctuaire, il retrouverait sa gaieté et sa force. Donc, il est sûr et certain que la visite de Sidi Ali Bourrel va rétablir la santé de Sidi Mohamed. Ma mère hésitait encore. Pour la convaincre, Aïcha parla longuement de ses douleurs de jointure, de ses jambes qui ne lui obéissaient plus, de ses mains lourdes comme du plomb en comparaison, des difficultés qu'elle éprouvait à se retourner dans son lit et des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir comme Job dans son grabat. Justement, c'est une comparaison. Grâce à Sidi Ali Bourrel, patron des médecins et des barbiers, ces douleurs ont disparu. Donc, Aïcha a fait tout un discours pour convaincre Zoubida d'accepter de faire cette visite-là, la visite de Sidi Ali Bourrel. Zoubida, c'est Dieu qui m'envoie pour te secourir, t'indiquer la voie de la guérison. Je vous aime, toi et ton fils. Je ne retrouverai jamais le goût ni de la nourriture, ni de la boisson, si je vous abandonne à vos souffrances. Ma mère promit de visiter Sidi Ali Bourrel et de m'emmener cet après-midi là même. Cet après-midi même. Donc, Lella Aïcha a réussi à convaincre son ami Lella Zoubida d'accepter. Lella Aïcha soupira de satisfaction. Donc, enfin, elle a réussi. Le soupir de satisfaction, ça veut dire, et c'est un soupir de joie, il a réussi. Les deux femmes restèrent à bavarder encore longtemps. Ma mère monta sur la terrasse, redescendit avec une brassée de plantes aromatiques qu'elle cultivait dans des pots ébréchés et de vieilles marmites d'émail. Elle parfuma santé de verveine, donc la verveine il y a Louisa, de sauge il y a Selmia, proposa à Aïcha une petite branche d'absinthe, l'absinthe yeshiva, à mettre dans son verre. Elle refusa poliment, déclara que ce thé était déjà un véritable printemps. Là, donc, c'est une métaphore et on peut aussi parler de l'hyperbole. Déjà un véritable printemps. Je mis dans mon verre toutes sortes de plantes aromatiques, je les laissai longtemps macérer, mon thé devint amer, mais je savais que cette boisson soulageait mes fréquentes coliques. Les coliques, c'est les douleurs. Ma mère se leva pour se préparer, elle changea de chemise et de mansoria, chercha au fond du coffre une vieille ceinture brodée, d'un verre passé, trouva un morceau de cotonnade blanche qui lui servait de voile. Alors, le voile ou niqab, pour cacher le visage. Se drapa dignement, donc dignement c'est respectablement, dans son haïk fraîchement lavé. C'était en vérité un grand jour. Un grand jour pour qui? Un grand jour pour Sidi Mohamed. La raison, j'eus droit à ma djellaba blanche et je dus quitter celle de tous les jours, une djellaba grise d'un gris indéfinissable constellé de taches d'encre et de ronds de graisse. Donc c'était pour le narrateur un grand jour parce qu'il pouvait porter sa djellaba blanche, une djellaba des grands jours. Aïcha éprouva toutes sortes de difficultés à s'arracher du matelas où elle gisait. Là, c'est l'hyperbole, bien sûr, pour dire que la Zoubida était très lourde. Aïcha éprouva toutes sortes de difficultés à s'arracher du matelas où elle gisait. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme, plus large que haute, avec une tête qui reposait directement sur le tronc et des bras courts qui s'agitaient constamment. Bon. Là, on retrouve le portrait de Lella Aïcha, un portrait caricatural, parce que là, bien sûr, il y a des choses amusantes qui font rire. Il est plus large que haute, hein, avec une tête qui reposait directement sur le tronc
étroit, des bras courts qui s'agitaient constamment. Donc on peut dire que là, le portrait de Lalla Aïcha est un portrait caricatural amusant. Son visage lisse et rond m'inspirait un certain dégoût. Alors là s'ajoute un autre sentiment. Donc après la peur, la souffrance, il y a le sentiment de dégoût et de haine. Je n'aimais pas qu'elle m'embrassât. Quand elle venait chez nous, ma mère m'obligeait à lui baiser la main parce qu'elle était Shérifa, fille du prophète. Là, c'est une périphrase. Fille du prophète remplace Shérifa. Parce qu'elle avait connu la fortune et qu'elle était restée digne malgré les revers du sort. Une relation comme l'Aïcha flattait l'orgueil de ma mère. Enfin, tout le monde s'engagea dans l'escalier. Nous, bien sûr, on se demande que remplace le pronom personnel. Nous, ici, c'est Sidi Mohamed, sa mère et bien sûr Lella Aïcha. Les trois personnages qui vont visiter Sidi Ali Bourad. Nous nous trouvons bientôt dans la rue. Les deux femmes marchaient à tout petits pas, se penchant parfois l'une sur l'autre pour se communiquer leurs impressions dans un chuchotement. À la maison, elles faisaient trembler les murs en racontant les moindres futilités, tellement leur corde vocale était à toute épreuve. Elles devenaient, dans la rue, aphones et gentiment minotières. Alors, on peut parler là de l'antithèse, on peut parler aussi de l'hyperbole et on peut parler aussi du chiasme. Donc il y a les trois figures de style qu'on peut repérer dans cette phrase. Parfois je les dévançais, mais elles me rattrapaient tous les trois pas pour me prodiguer des conseils de prudence et des recommandations. Alors, quels sont les conseils donnés et les recommandations faites par les femmes? 1. Je ne devais pas me frotter au mur. Donc, Sidi Mohamed ne devait pas se frotter au mur. Alash, pourquoi? Les murs étaient si sales et j'avais ma superbe djellaba blanche. Deuxième conseil, je devais me moucher souvent avec le beau mouchoir brodé pendu à mon cou. Troisième conseil, je devais de même m'écarter des ânes. Pourquoi? Donc, ne jamais être derrière eux car ils pouvaient ruer. Et donc ruer, c'est frapper avec les pattes de derrière. Et jamais devant, car ils prenaient un malin plaisir à mordre les petits enfants. Donne-moi la main, me disait ma mère, et 5 pas après, va devant, tu as la main toute moite. Je reprenais ma liberté, mais pour un temps très court. L'Aïcha se proposait de me guider dans la cohue. La cohue, c'est la foule. Zaham. Elle marchait lentement et tenait beaucoup de volume parce que l'Aïcha était grosse. Un embouteillage ne tardait pas à se former. Bien sûr, dans la rue, les passants nous lançaient toutes sortes de remarques déplaisantes, mais finissaient par se porter à notre secours. Des bras inconnus me soulevaient du sol. Des bras inconnus, bien sûr, ici, c'est une personnification. On peut parler aussi de synecdoque. Me faisaient passer par-dessus les têtes et je me trouvais finalement dans un espace libre. J'attendais un bon moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks immaculés. Alors les deux haïks immaculés, ça veut dire les deux femmes. Et donc là, c'est la métonymie. La scène se renouvela plusieurs fois durant ce voyage. Nous traversâmes des rues sans nom ni visage particulier. J'étais attentif aux conseils de mes deux guides. Je m'appliquais à me garer des ânes, buter inévitablement dans les genoux des passants. Chaque fois que j'évitais un obstacle, il s'en présentait un autre. Nous arrivâmes enfin au cimetière qui s'étendait aux abords de Sidi Ali Bourel. J'esquissais un timide pas d'allégresse. Les tombes, donc cimetière, les tombes, c'est le champ lexical de la mort. Les tombes couvertes de soucis, on peut parler aussi de soucis, champ lexical de mort, rougeoyés au soleil, ça et là, des marchands trônaient derrière leur pyramide de ronge, une métaphore. On entendait les coups de tambourin d'un chanteur populaire et la clochette du marchand d'eau. Sur la petite place,
des campagnards vendaient du bois pour la lessive, des braseros de terre cuite, des plats pour cuire les galettes. Les éventaires des marchands de sucreries attiraient mon regard. On y voyait exposés des coques et des poussins en sucre jaune ornementés de filets roses, des théières transparents, de minuscules babouches et des soufflets. Là, c'est bien sûr l'énumération de ce que vendaient bien sûr les marchands de sucreries. Ces objets magnifiques me rappelaient ma boîte à merveilles. Mon père m'en avait bien offert quelquefois, mais avant d'arriver à la maison, s'émiettait ou devenait simplement gris et poussiéreux. Poussiéreux, c'est-à-dire plein de poussière, brune, indigne de figurer parmi mes trésors. Ils étaient beaux, là, au soleil, dans le bourdonnement de la foule. Le toit de tuiles vertes qui couvre le mausolée se dressait dans un tendre azur ou batifolé de nuages blancs et roses aux formes capricieuses. Sur les marches de l'entrée principale, des femmes assises à même le sol devisaient entre elles. Deviser, c'est converser, c'est parler. Mâchaient sous leur voile de la gomme parfumée, interpellaient leurs enfants qui jouaient dans la poussière. Elles se serrèrent pour nous laisser un étroit passage. Nous nous trouvâmes bientôt dans la rue, dans une cour qui me parut immense, donc le centre de quoi de Sidi Bourrel. Au centre trônaient 4 vaisseaux en terre cuite. Donc là, c'est une personnification. Trônaient remplis d'eau. Ma mère trouva un gobelet et me fit boire. Elle se versa un peu de liquide dans le creux de la main, me passa les doigts sur le visage, les yeux, les jointures des mains et sur les cheveux. Donc là, il décrit certaines pratiques, certains rites qu'on fait lorsqu'on visite un marabout. Tout en procédant à ce rituel, donc c'est un rite, c'est un rituel, elle marmonnait de vagues prières, des invocations, me recommandait de rester tranquille, rappelait à l'Aïcha telle ou telle péripétie de notre promenade. Là aussi, c'est une énumération. Je subissais tout cela avec ma patience coutumière. Je me tortillais le cou pour regarder une armée de chats qui se livrait à une folle sarabande à l'intérieur de ce temple étrange. Là, c'est une... Alors, il y a l'hyperbole, je me tortillais le cou, c'est une hyperbole, et le reste, bien sûr, c'est une personnification des chats. Au-delà de cette cour s'ouvrait la zaouïa, de chaque côté d'une pièce carrée où se dressait le catafalque du saint. 2 portes conduisaient aux chambres des pèlerins, des gens venus de loin. Donc, les pèlerins, ce sont des gens venus de loin. On peut dire, c'est une périphrase, pour se débarrasser de leurs maux. Vivaient là avec leurs enfants, attendant la guérison. En arrivant devant le catafalque, l'Aïcha et ma mère se mirent à appeler à grands cris le saint à leur secours. L'une ignorant les paroles de l'autre. Chacune lui exposait ses petites misères, frappait du plat de la main le bois du catafalque, gémissait, suppliait, vitupérait contre ses ennemis. Donc là, c'est une énumération. Les voix montaient, les mains frappaient le bois du catafalque avec plus d'énergie et de patience. Un délire sacré s'était emparé des 2 femmes. Elles énuméraient leurs maux, exposaient leurs faiblesses, demandaient protection, réclamaient vengeance, avouaient impureté, proclamaient la miséricorde de Dieu et la puissance de Sidi el-Bourrel. On appelait à sa miséricorde, alors là, à son secours. Donc là, c'est bien sûr une énumération, à sa pitié. Épuisées, fatiguées par leur ferveur, elles s'arrêtèrent enfin. La gardienne du mausolée vint les complimenter. Donc complimenter ici, c'est féliciter sur leur piété et joindre ses prières aux leurs. Vos vœux seront exaucés et vos désirs comblés.
dit-elle pour conclure. Dieu est généreux, il soulage les souffrances et panse toutes les blessures. Sa bonté s'étend à toutes les créatures. N'est-ce pas ainsi de sa bonté de nous avoir envoyé des prophètes pour nous détourner de la voie du mal et nous indiquer le chemin du paradis? C'est un effet de sa générosité de nous avoir révélé par l'intermédiaire de notre Seigneur Mohammed le salut et la paix soient sur lui, sa parole vénérée qui nous enseigne les vertus capitales, la charité, l'amour des parents, le bienfait envers toutes les créatures. Donc, on peut remarquer là, justement, que dans son discours, le Muqaddama essaie de convaincre les femmes de faire des dons aux marabouts. Ceux qui ont pratiqué ces vertus dans toute leur intégrité deviennent les amis de Dieu et intercèdent en notre faveur. Sidi Ali Bourel figure parmi les plus dignes. Il aimait tous les êtres et affectionnait en particulier les chats. Nous en avons actuellement plus de 50. On nous les amène malades, galeux et efflanqués. Donc malades, galeux et efflanqués, c'est une énumération. Peu de temps suffit pour qu'ils retrouvent la santé et la joie. Pour plaire aux saints, nous devons les nourrir et les soigner. Voilà donc le but de tout ce discours. Ma mère fouillait dans ses vêtements. Elle ne tarda pas à sortir un mouchoir avec un gros nœud. Lentement, elle le dénoua en s'aidant plusieurs fois de ses incisives. Lella Aïcha lui chuchota à l'oreille une phrase mystérieuse. Ma mère hocha la tête et offrit à Al-Muqaddama 2 pièces d'un franc accompagnées de cette explication. Voici pour moi et pour la chérifa qui m'accompagne. On peut remarquer là que les femmes dans la Sidi Ali Bourel sont présentées comme des êtres misérables sur le plan matériel et même sur le plan spirituel. Donc ce sont des gens qui souffrent de la misère, toutes sortes de misère. La gardienne ouvrit ses 2 mains, reçut le don et entama une longue oraison. L'oraison ou ad-du'a. Des femmes arrivèrent de l'extérieur et se joignirent à notre petit groupe pour bénéficier de ce moment de grâce. Donc regardez, les femmes veulent des oraisons gratuites. Lorsqu'ils ont entendu la Muqaddama faire son oraison, toutes les femmes ont accouru pour en profiter. Donc pour profiter de cette rosée spirituelle qui rafraîchit le cœur, c'est une métaphore, lentement je me glissais hors de cet essaim de femmes. C'est une métaphore aussi. Pour aller caresser un gros matou étalé de tout son long contre le mur. Il me regarda de ses yeux jaunes, ronronna et m'envoya un magistral coup de griffe. Le sang gicla. Ma main se mit à me cuire atrocement. Je poussai un cri. Ma mère se précipita, folle d'inquiétude, bousculant ses voisines, butant dans son haïk qui traînait sur le sol. La blessure me faisait mal et je hurlais sans discontinuer. Sans discontinuer, ça veut dire sans s'arrêter. Les femmes posaient des questions, s'apitoyaient, m'offraient une orange pour me consoler, m'appelaient leur petite rose, leur bouquet de jasmin, leur petit fromage blanc. Alors, c'est une énumération. Loin de me calmer, ce tourbillon de visage me donnait le vertige. Je sanglotais à fondre l'âme. Là, c'est une hyperbole. Une main mouillée se posa sur ma figure. Un torchon sécha mes larmes et l'écoulement de mon nez. Le froid de cette main calma mes pleurs, mais je ne cessais pas de rocoter le long du chemin du retour. Ma mère me coucha dès l'arrivée à la maison. Mon père se levait toujours le premier. Je voyais vaguement sa silhouette dans le demi-jour danser lentement. Ils sont donc, je répète, ma mère se coucha dès l'arrivée à la maison. Mon père se levait toujours le premier.
Je voyais vaguement sa silhouette dans le demi-jour danser lentement. Donc il n'est pas en train de danser, mais de porter ses habits. Il s'enroulait autour des reins une corde de plusieurs coudées et en poil de chèvre qui lui servait de ceinture. Pour cela, il tournait sur lui-même, soulevait une jambe pour laisser passer la corde, soulevait l'autre alternativement, faisait des gestes larges de ses bras. Il procédait ensuite à l'arrangement de son turban, le turban warza, mettait sa djellaba et sortait, bien sûr, en silence. On peut voir là une énumération des habits traditionnels des hommes. Comment? Donc là, il nous donne un témoignage sur la façon de s'habiller des hommes de l'époque. Ma mère dormait. Ce matin, j'entendis mon père lui chuchoter. Ne l'envoie pas au Msid, il semble bien fatigué. Ma mère acquiesça et se replongea dans ses couvertures. Toute la maison dormait encore. Deux moineaux vinrent se poser sur le mur du passeau. Donc je répète, deux moineaux vinrent se poser sur le mur du patio. Je les entendais sautiller d'un endroit à l'autre, frappant l'air de leurs courtes ailes, et discutaient avec passion, et je comprenais leur langage. Là, c'est une personnification, bien sûr. Ce fut un dialogue passionné. Ils affirmèrent ceci avec conviction. Là, bien sûr, le narrateur plonge dans l'imagination. Donc, le narrateur fuit le monde des adultes avec ses contraintes, avec ses problèmes, et il commence à imaginer, à rêver, bien sûr, le dialogue des moines. J'aime les figues sèches. Pourquoi aimes-tu les figues sèches? Tout le monde aime les figues sèches. Oui, oui, oui. Tout le monde aime les figues sèches. Les figues sèches, les figues sèches, les figues sèches. Donc là, ce sont les oiseaux qui parlent, les moineaux. Les ailes froufroutèrent. Les deux moineaux partirent, continuer leur conversation sur d'autres toits. Je comprenais le langage des oiseaux et de bien d'autres bêtes encore, mais ils ne le savaient pas et s'enfuyaient à mon approche. J'en éprouvais beaucoup de peine, donc la souffrance de ne pas pouvoir participer à cette conversation. Des sauts entrechoqués cliquetèrent dans le patio, la chouafa se levait, la première, et c'était tant mieux. Les ombres de la nuit s'attardaient encore à cette heure autour de la fontaine et du puits. Dans les lieux d'aisance et dans l'immense débarras où chaque locataire à tour de rôle procédait à sa toilette, la chouafa connaissait les paroles efficaces qui rendaient les ombres inoffensives. Chaque jeudi soir, elle brûlait des aromates, aspergeait les coins de lait et ou d'eau odoriférante, prononçait de longues incantations. Une porte claqua. Zineb, la fille de Rahma, se mit à geindre. Geindre, c'est pleurer. Sa mère la gratifia d'une gifle sonore et la noya sous un flot d'injures. Bien sûr, là, vous avez l'antiphrase, gratifier, et vous avez bien sûr une hyperbole. La noya sous un flot d'injures. À ton âge, n'as-tu pas honte de mouiller ton lit presque chaque nuit? Je devrais te lâcher dans une étable au lieu de te préparer chaque soir ton matelas. La chouafa l'interrompit. Que ta matinée soit heureuse, Rahma, que ta journée soit ensoleillée. Lella, comment te sens-tu ce matin? Je remercie le Seigneur. Il m'a infligé une terrible punition le jour où il m'a donné cette pisseuse de mauvaise augure. Je le remercie pour tout, pour ses dons innombrables. Je le remercie dans la joie comme dans l'affliction. Éloigné soit de toi tout sujet de chagrin. Prends patience. Cet enfant guérira et sera ta consolation dans ce monde de misère. Dieu t'entende, Lella, qu'il répande sans mesure ses bénédictions sur toi, sur ceux qui te sont chers. Ma mère remua dans son lit, tout ça soupira
finit par se mettre sur son séant. Elle se leva et ouvrit la fenêtre. La lumière m'éclaboussa les yeux et me fit mal. J'entendis s'ouvrir les volets de Fatma Mziwia. D'une voix ensommeillée, ma mère déroula son chapelet de salutations d'usage. Donc là, c'est une métaphore, son chapelet de salutations d'usage qu'elle adressait chaque matin à sa voisine d'en face. Celle-ci lui souhaita une heureuse journée avec les formules habituelles. Aucune n'écoutait les propos de l'autre. Chacun récitait son boniment, alors, sur un air monotone. Donc, boniment, c'est le souhait d'une bonne journée, sans ardeur et sans enthousiasme. Elle posait des questions, mais connaissait d'avance les réponses. Depuis 3 ans que nous habitions ensemble, elles avaient répété les mêmes phrases chaque matin. Parfois, elles modifiaient un mot, faisaient allusion à quelque récent événement, mais de telles circonstances étaient fort rares. Invariablement, ma mère demandait: « Comment te sens-tu ce matin? Ta tête ne te fait-elle pas trop souffrir? Ton sommeil a-t-il été paisible? » Elle concluait: « La santé est chose capitale, ma sœur. Rien ne peut la remplacer. » Ce jour-là, elle ajouta: « Mon garçon n'est pas bien aujourd'hui. Dieu éloigne de toi et de ceux qui te sont chers le mal et crève les yeux de ceux qui nous envient. » La voix de la chouafa monta du rez-de-chaussée. « Lalla Zoubida, que ta matinée soit bénie. Dieu éloigne de toi tout motif de peine et te conserve, toi et les tiens, en excellente santé. » Ma mère répondit: « Que ta journée soit lumineuse et pleine de bénédictions. Comment te sens-tu ce matin? Dieu veillera sur ton bonheur et sur celui de tous ceux qui te sont proches. » Le chouafa enchaîna: « Ne t'inquiète pas pour ton fils. Les amis de Dieu veillent sur sa santé. Il a des protecteurs dans le monde visible et dans le monde invisible. » C'est l'antithèse. Visible, invisible. « Je sais qu'il est chéri des puissances bénéfiques. Quand il sera homme, il sera un sabre parmi les sabres, un guerrier invulnérable, une ruche au miel recherchée pour sa saveur et son parfum. »« Lalla, dit ma mère, toute remuée, le miel et le beurre coulent de ta bouche, et l'odeur du paradis parfume ton haleine. » Et ma mère, extatique, les yeux au ciel, ajouta: « Seigneur qui m'écoute, alors, Seigneur qui m'écoute, du haut des cieux, répands tes trésors inépuisables, ô toi maître de tous les trésors, sur cette femme de bien, qu'elle soit vénérée comme elle le mérite, comparaison, dans ce monde, et qu'elle bénéficie de tes largesses dans l'autre. Que sa vie soit couronnée par l'accomplissement du pèlerinage aux lieux qui nous sont chers, à nous, tes esclaves, auxquels tu as révélé la vérité par l'intermédiaire de ton prophète. Le salut soit sur lui, sur ses compagnons et ses proches. Le salut et la paix. Amin. Ô Dieu de l'univers. Amin. Répondirent en écho toutes les femmes. Pendant ce cérémonial, je m'étais levé et mis en djellaba. Mes oreilles bourdonnaient un peu, mais je ne me sentais nullement plus fatigué que d'habitude. La perspective de rester à la maison toute la journée, loin du fruit de sa baguette de cognacier, me rendait tout heureux. Donc, bien sûr, le narrateur était très heureux de ne pas aller à l'école. Nous étions mercredi, le jour suivant était ordinairement jour de congé, et le vendredi, l'école n'ouvrait qu'après la prière de midi. J'avais devant moi 2 jours et demi à vivre comme un prince. Donc c'est une comparaison. Ma mère m'aida à faire mes ablutions et s'affaira dans le réduit qui lui servait de cuisine. À activer son feu, toute la maison retentissait du bruit, des soufflets. Il faisait un éclatant soleil
Bientôt la table fut mise, il y avait des œufs frits à l'huile d'olive et du pain frais. Nous nous mîmes à manger. Allel, le mari de Fatma Bziouia, jardinier de son état, fit entendre sa voix à l'entrée de la maison. N'y a-t-il personne? Puis-je passer? Rahma répondit. Donc, je dois souligner quelque chose de très important dans la boîte à merveilles, c'est que les hommes de la maison ne peuvent entrer à la maison qu'après avoir fait un signal pour que les femmes dégagent l'escalier. Il n'y a personne, passe sans pas retenti dans l'escalier, nous finissions de manger quand sa femme entra dans notre chambre. Elle tenait une assiette de faïence pour reposer deux beignets sfinch. Là, c'est une personne qui a reposé deux beignets sfinch. J'en étais particulièrement friand. Sidi Mohamed aime les beignets. Ma mère se leva pour recevoir la visiteuse, le visage ennuyé. Donc, Lella Zoubida n'était pas contente de la visite de Fatma Bziouia qui apportait deux beignets dans une assiette. Alors, la bouche pincée, donc c'est un geste qui montre son mécontentement, le mécontentement de Lella Zoubida. Elle débita les formules qui exigent la politesse en de telles occasions. Fatma, pourquoi t'es-tu dérangé? Je ne peux accepter. Nous avons, louange à Dieu, amplement de quoi nous rassasier. Deux beignets, c'est trop, c'est beaucoup trop. Par Dieu, je ne puis accepter. Notre voisine essayait de vaincre cette résistance. Elle prenait la main de ma mère et protestait avec chaleur. Tu ne peux pas me faire un tel affront. Donne à Sidi Mohammed, qu'Allah lui donne la santé. Tu ne peux pas refuser. C'est si peu de choses. Donc, Fatma al-Bziouia est venue voir Sidi Mohammed malade avec deux beignets dans une assiette, mais Lella Zoubida n'a pas aimé ce geste. Enfin, ma mère remercia. Dieu te comblera de ses bienfaits et te fera goûter des nourritures du paradis qu'il réserve à ses élus. Dieu ouvrira pour nous tous toutes les portes de ses trésors. Fatma alla rejoindre son mari et ma mère poussa de mon côté l'assiette avec les deux beignets. Mange-les toi qui les aimes, me dit-elle. Mon estomac ne supporte pas les beignets. Je me régalais. Un apprenti de mon père que tout le monde appelait Driss le Teigneux frappa à la porte d'entrée. Il demanda un couffin, pour faire notre marché. Ma mère lui recommanda à haute voix, bien sûr, pourquoi ce détail à haute voix, c'est pour faire entendre aux autres ce qu'elle va acheter, qu'ils ne sont pas pauvres, qu'ils peuvent acheter de la nourriture. Alors, ma mère lui recommanda à haute voix de choisir une viande sans trop d'os et des fèves vertes bien tendres. La situation de mon père était assez prospère, c'est-à-dire que la situation du père était très très bonne. Nous pouvions nous permettre de manger de la viande 3 à 4 fois par semaine. Donc là, justement, le narrateur se lance à parler de la situation matérielle de ses parents. En réaction, en explication de la réaction de Lella Zoubida qui n'a pas accepté les beignets de Fatma. Papa d'origine montagnarde, comme ma mère, après avoir quitté son village situé à une cinquantaine de kilomètres de la grande ville, avait au début éprouvé des difficultés à gagner sa vie et celle de sa jeune épouse. Dans son pays, on était pillards et paysans. À Fès, il fallait pour vivre exercer quelques industries citadines ou monter un petit commerce. Dans notre famille, vendre et acheter a toujours été considéré comme le métier le plus vil. Donc, dans la famille du narrateur, le commerce n'a jamais été un bon métier. Vil, ça veut dire mauvais. Mon père se souvint avoir été un moment de sa jeunesse dans l'atelier de l'un de ses oncles maternels, tisserand de couverture. Il s'acheta donc un minimum de matériel, loua un coin dans un atelier et s'installa tisserand. Il faisait honnêtement son travail, améliorait de jour en jour sa production. Bientôt ses articles
furent très disputés et le ménage jouit d'un certain confort. Donc, le Ma'alem Islam a réussi dans son métier. Voilà ce qui le montre. Il faisait honnêtement son travail, améliorait de jour en jour sa production. Bientôt, ses articles furent très disputés et le ménage jouit d'un certain confort. Donc, la vie de la famille de Ma'alem Islam est devenue confortable. Mon père avait un vieil ouvrier avec lui sur le métier. Driss, le teigneux, garnissait les canettes et faisait les commissions. Alors, faire les commissions, c'est faire les achats. Driss venait 2 fois par jour à la maison. Le matin, acheter les provisions et au milieu du jour, chercher le déjeuner de son patron. Mon père mangeait à l'atelier. Il venait seulement le soir après la dernière prière. Le vendredi faisait exception. Donc, tous les jours de la semaine, Ma'alem Islam sort le matin, il va à son travail, il ne rentre qu'après la prière de l'Isha. Alors, le seul jour qui fait exception, c'est le vendredi parce qu'il peut manger à la maison. Il peut faire la grande prière et manger à la maison. Donc, le vendredi faisait exception. Ce jour-là, mon père était à son métier jusqu'à midi environ. Il payait ses employés, allait à la mosquée pour la grande prière et nous déjeunions en famille. Driss revint chargé de son lourd panier. Ma mère en fit l'inventaire, le teigneux n'avait rien oublié. La viande avait bon aspect et le verre d'écorce de fèves faisait saliver abondamment. Le couffin contenait, outre de l'ail, du persil en quantité de petits paquets, d'épices. Alors le couffin contenait, outre de l'ail, du persil et quantité de petits paquets d'épices. Nous avions de l'huile et du charbon et de la farine pour tout le mois. Donc c'est une énumération. Quand ma mère parlait de l'œil des envieux, elle pensait sûrement à ses richesses. Donc les envieux, ils peuvent jalouser c'est les richesses de la famille du Nord. Les voisines moins fortunées nous jalousaient un peu. Elle n'ignorait d'ailleurs aucun détail de notre vie domestique. Ma mère, de son côté, connaissait les difficultés de tout le monde, l'état de finances de chaque ménage, les dettes qu'il contractait, ses dépenses de chaque jour et la qualité de son ordinaire. Donc là, c'est une énumération. Et en même temps, il y a de l'hyperbole. Donc les difficultés de tout le monde, c'est une hyperbole. Alors les fèves furent versées dans un large panier en sparterie, en forme de plat. Tu m'aideras à les écosser, me dit maman. J'acquiesçai, j'acceptai et me mis aussitôt à l'ouvrage. Je fus vite dégoûté de ce travail. J'allais risquer un nœud dans la chambre de Bziouya et le rouler du couscous. Dans un coin s'amoncelaient divers légumes, navets, carottes, courges rouges et oignons. Notre voisine m'aimait beaucoup. Elle laissa un moment son couscous pour fouiller dans un panier. Elle me tendit avec un large sourire un radis d'un rouge de rubis lent d'un lampon. Alors lampon rouge chibre. Je lui fis un sourire pour la remercier et plantai mes dents dans la chair rose de cette friandise. Le goût en était si fort que les larmes me sortirent des yeux. Je ne dis rien, je partis à reculons, grimpai les marches qui conduisaient sur la terrasse et jetai par-dessus le mur qui nous séparait d'une autre maison le beau radis. Le soleil était clair et chaud, un chat blanc et noir reposait sur le mur et suivait mes mouvements de ses yeux à demi fermés. Je ne m'en approchai point. Le coup de griffe du matou pensionnaire de Sidi Libourel m'avait appris à me méfier des chats qui ronronnent au soleil. Ma mère s'inquiétait déjà de mon absence, elle m'appelait à la cantonade. Je m'engageais dans l'escalier pour redescendre, quelqu'un montait pieds nus, les pas mous et le froufrou de ses vêtements, donc le froufrou c'est le bruit causé par le frottement des vêtements, se rapprochaient. Apparut Rahma. Ma mère ne lui parlait plus depuis leur dispute. Les deux femmes évitaient de se rencontrer. Moi, je ne savais pas s'il fallait lui sourire ou me sauver.
je me plaquai contre le mur et attendis que les événements décidassent pour moi. Donc il y a une personnification, il y a une métaphore. Je me plaquais. Donc je me collais comme une plaque. En arrivant à ma hauteur, Rahma s'arrêta, me caressa la joue et me glissa un objet dans la main, un objet lisse et froid. Mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices. C'est pour toi, me murmura notre voisine. Je ne répondis rien et courus rejoindre ma mère qui s'impatientait. L'objet était toujours dans le creux de ma main et dégageait une fraîcheur d'eau de source. Regardez, donc là, le narrateur fait une description tactile de l'objet, du cadeau, parce qu'il ne pouvait pas le voir. Donc, me plongea dans la main. Alors, en arrivant à ma hauteur, Ahmad s'arrêta, me caressa la joue et me glissa un objet dans la main, un objet lisse et froid. Donc, lisse et froid, c'est une description tactile. Mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices, là, bien sûr, c'est une hyperbole. C'est pour toi, me murmura notre voisine. Je ne répondis rien et courus rejoindre ma mère qui s'impatientait. L'objet était toujours dans le creux de ma main et dégageait une fraîcheur d'eau de source. Là, c'est une métaphore. Installé dans un coin de la pièce, j'osais enfin le regarder. Enfin, Sidi Mohamed va voir le cadeau, il va faire une description visuelle. C'était un gros cabochon de verre à facettes taillées en diamant, un bijou fabuleux et barbare, provenant en n'en pas douter de quelque palais souterrain où demeurent les puissances de l'invisible. Et, bien sûr, l'objet, le cadeau de Rahma, sera un prétexte pour rêver, pour passer au monde du rêve et de l'imagination, pour pénétrer le monde du rêve et de l'imagination. Était-ce un message de ces lointains royaumes? Était-ce un talisman? Était-ce une pierre maudite qui m'était remise par notre ennemi pour attirer sur la colère des démons, attirer sur nous la colère des démons, que m'importait la colère de tous les démons de la terre. Je tenais dans mes mains un objet d'une richesse insoupçonnable. Là, donc, c'est une hyperbole. Il prendra place dans ma boîte à merveille et je saurai, c'est le verbe savoir au futur simple, découvrir toutes ses vertus. Les vertus, c'est les qualités, le mazaya. Ma mère me trouva dans un coin, elle me jeta un regard négligent et dit encore un bout de verre. Fais attention de ne pas te blesser. Donc le regard que portent les Lezoubidas sur le cabochon n'est pas le regard de Sidi Mohamed. Il y a une différence, bien sûr. Donc ce qui le montre, vous avez négligent et deux, c'est juste un bout de verre. Pour Sidi Mohamed, c'est un trésor qu'il va ranger dans sa boîte. Alors on arrive à un petit bilan, un bilan de lecture. Ce chapitre s'inscrit dans une continuité. Le narrateur continue à décrire ses sentiments en rapport avec le milieu où il vivait. En plus du sentiment de solitude cité dans le premier chapitre, d'autres sentiments négatifs s'ajoutent comme l'amertume, le dégoût, la peur, et la peur de la souffrance et de la torture morale et physique. Pour fuir ce monde, il crée le sien. Donc, Sidi Mohamed crée son propre monde. Un monde imaginaire plein de merveilles, ses sentiments devant le cabochon et le dialogue des moines. Alors, on va terminer par l'explication des mots, de quelques mots qu'on a rencontrés dans le chapitre 2. Alors, vous avez néfaste, c'est dar, cauchemar, kabous, anoné, tema, amertume, marara, ça vient de amer, moi, empan, shibra, donc c'est une unité de mesure, enraillé, iqaf, les envies hussad, mandataire, wakil, un mandat, wakala, plante aromatique, nabatat, عطرية, بحال الشيبة, المنتية, Louisa, etc.
من وديار متدلل l'allégresse البهجة الثروة vous devisez c'est تكلم. Voilà, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de laisser un commentaire. Au revoir et à la prochaine encore.